2018, souvenez-vous, on a déjà parlé des conditions de détention des prisonniers dans cette émission. Cette fois, intéressons-nous aux derniers instants d'un détenu dans une maison d'arrêt et de correction et surtout sa réinsertion sur place. Quelles sont les étapes d'un détenu en fin de séjour dans une cellule et comment est-il accueilli dans sa communauté? C'est le sujet que Omar Zombré nous propose à travers Adama Zouré, un détenu de la maison d'arrêt et de correction de Tenkodogo. Suivez plutôt. Il se nomme Adama Zouré et il a 27 ans. Il respire de nouveau un vent de liberté après avoir passé un bout de temps à la maison d'arrêt et de correction de Tenkodogo, une ville située dans la région du centre-est à près de 200 km de la capitale burkinabé. Adama Zouré savoure ici dans les rues ses premières heures de liberté. Pourtant, quelques minutes plus tôt, il était encore un pensionnaire de la prison de Tenkodogo. Et si on remontait un peu le temps jusqu'à son dernier jour de prison? Maison d'arrêt et de correction de Tenkodogo. Chaque matin, à leur sortie des cellules, l'équipe de Adama Zouré, affectée au jardin, répète les mêmes scènes. Accroupi devant le poste de police de la prison, cette scène, Adama l'a répétée plus d'une centaine de fois. C'est comme ça que lui et ses camarades co-détenus se font identifier tous les matins avant de rejoindre le jardin. Une fois au jardin, pas de temps à perdre. Adama enfile vite sa tenue de corvée et file vers le château d'eau pour actionner le robinet. Aussitôt fait, il se met au travail. Zouré Adama, comme tant d'autres détenus, il est rentré dans cet établissement pénitentiaire le 8 janvier 2016. Il a été jugé et condamné à 12 mois ferme. Et depuis sa présence, il a évolué, c'est comme j'ai dit. Il est arrivé, on l'a admis dans un régime normal, comme tout détenu. On n'a rien contre lui, on n'a aucune information sur lui, sauf l'infraction pour laquelle on l'a déféré. On l'a suivi comme ça, quitte à ce qu'on a vu la fréquentation des membres de sa famille, lui-même son comportement, on a senti en lui quelqu'un qui veut apprendre. Quelqu'un qui est venu, qui regrette ce qu'il a commis comme infraction et qui l'a conduit en prison. Donc on a commencé avec lui dans la cour ici d'abord, sorti faire le corvée ponctuel et réintégrer après. Si la corvée est finie, on le réintègre. On a su réellement en lui qu'il a la volonté réellement de faire plus. On a commencé également, on a amené encore au jardin interne ici, où c'est carrément à l'intérieur. Il s'est donné également à fond. Il mène son activité avec vraiment beaucoup de professionnalisme, avec l'envie d'apprendre et l'envie de se resocialiser, avec le remords d'être présent en prison. Donc, on a vu encore que, même si on l'amène au grand dehors, sous l'escorte, parce que j'ai 2 éléments qui passent la journée avec eux là-bas, au nombre de 8 détenus, 6 détenus, ils sont 2 à les encadrer tous les jours. Ils sortent le matin à 8h, ils reviennent à 17h. Si Adama Zouré est en prison, c'est pour une histoire de vol d'un lecteur DVD et d'une somme de 40 000 francs CFA. Zouré Adama, je le connais très bien. Moi, je l'ai repéré lors des travaux champêtres dans la saison pluvieuse. Chaque jour, il me parle de son passé. Si on arrive si on gagne un petit temps pour le repos, ou bien lors des travaux, comme moi je le suis souvent, il me fait parler de son passé. Il m'a dit que non, tout ce qu'il a amené à faire ça là, vraiment le premier jour,
c'est même pas son arrestation là. À part de son arrestation, lui vraiment il n'a été. Mais c'est quand il est arrivé ici, il a vu réellement tout ce qui est le monde qui est là, dans la détention là. Et les différentes infractions qui viennent chaque jour. Vraiment, lui, vraiment, il regrette fort. La première fois que Adama Zouré est passé, voilà, il nous a dit, bon, lui, comme il est en détention, il a appris qu'il y a un service ici qui s'occupe des personnes détenues. Donc, lui, il est venu pour signaler sa présence et du même coup, solliciter des conseils. Parce que c'est vrai qu'il est arrivé, mais bon, il réalise déjà que c'est vraiment un monde à part et que si toutefois il devait sortir dès demain, il n'allait plus jamais revenir ici. Parce que ces quelques instants ici lui ont servi de leçon. Et effectivement, bon, nous lui avons donné les conseils nécessaires, voilà la conduite à tenir, ainsi de suite. Et nous lui avons dit, n'hésite pas à revenir nous voir si tu as une difficulté. Et les difficultés, Adama les a surmontées, car demain, cela fera une année qu'il est incarcéré. Nous sommes samedi 7 janvier 2017 et c'est son dernier jour de prison. Demain, c'est le grand jour, le jour de la liberté tant attendu, mais en attendant, il fait sa petite lessive, histoire de se préparer. Il est presque midi. C'est l'heure de la pause, mais aussi celle de la cuisine. Au menu, le mouikologo ou riz gras au soumala. Aujourd'hui, c'est ce jeune homme que nous appellerons Alfred qui est aux commandes de la cuisine. Le repas cuit, les camarades d'infortune se retrouvent autour du plat. C'est un moment de causerie, ils causent de tout et de rien. Pour Adama, c'est son dernier repas avec ses futurs ex-codétenus. Après le repas, il fait sa valise, ou du moins ce qui lui sert, le sac. Ici, il essaie le pantalon jean que lui a offert un garde de sécurité pénitentiaire. Il est 17h passées. C'est l'heure de rejoindre les cellules de la prison de Tenkodogo. Ici, dans l'univers carcéral, chaque jour de gagné est une victoire, car c'est un jour de plus vers la liberté. Et à Adama, ce jour s'achève en même temps que sa détention. Pour des raisons de sécurité, il nous a été formellement interdit de filmer sa cellule, peut-être à cause du nombre de détenus. Il faut le dire, la prison de Tenkodogo occupe un important rang dans la liste des prisons les plus surpeuplées du pays. Au lever du jour, nous retrouvons Adama dans le jardin en train de prendre son bain dans une salle de bain de fortune. Le dernier bain en tant que détenu, car il veut arriver propre chez lui au village.
Qu'est-ce que tes amis t'ont donné comme conseil? Mes amis là, d'autres ont dit que c'est vrai, comment je suis venu ici, moi j'ai vu le coin là, comment. Je dis c'est vrai, le coin l'est dit. Mais c'est comme nous conseil. Il y a d'autres aussi, 4 ans, 5 ans, qui sont ici. D'autres m'ont conseillé. Mais c'est pas comme c'est mauvais. Mais beaucoup de temps là aussi, là, c'est mauvais. Ça peut aussi changer ton vie, quoi. Il y a d'autres aussi qui sont sortis, ils ne rentrent pas à la maison. Mais tu es content de sortir aujourd'hui? Ah, moi, je suis content. Très content ou bien un peu seulement? Ah, c'est pas un peu de... c'est trop même. Adama est heureux, certes, mais il ne l'extériorise pas pour autant. Il sait qu'il doit tout faire pour ne plus revenir en prison. Mais avant de quitter définitivement le jardin, il fait ses adieux à ses amis et aux agents de sécurité pénitentiaire. Il regagne le centre pénitentiaire pour les formalités de sa libération. Zouré Adama, ça va? La matinée? Assata. Tu as fini ta peine ce matin, donc tu es libérable. On a envoyé ton billet de sortie. Voilà. Est-ce que tu as oublié quelque chose dedans qui t'appartient? Dans la... Non, tu n'as rien oublié. Tu n'as pas pris quelque chose de quelqu'un aussi? Non. Tu n'as pas pris une lettre, une commission, quelque chose comme ça? D'accord. Donc il n'y a pas de problème. Je crois que tu as fait 12 mois ici. D'accord? Voilà, pour vol. C'est ça? Ça t'a servi de leçon? Les 12 mois là, ça t'a servi de leçon? D'accord. Tu as vu les conditions de vie en prison. Tu sais maintenant que si tu sors, il faut que tu restes tranquille et que tu travailles vraiment pour t'en sortir dans la vie. Tu comprends? D'accord. Parce que, vois-tu, toi tu as pris 12 mois cette fois-ci. Si prochainement tu viens là, c'est pas sûr que c'est 12 mois qu'on va te donner au tribunal. Donc tu as intérêt à ne plus revenir en prison. Tu as la chance, tu as appris à travailler ici, tu as fait du jardinage, n'est-ce pas? Voilà, donc tu peux t'en sortir, puisque tu étais déjà maçon. En plus du jardinage là, vraiment tu as 2 beaux métiers que tu peux faire pour pouvoir t'en sortir dans la vie. D'accord? Donc on ne voudrait plus vraiment que tu reviennes en prison ici. Ben, je vais te souhaiter bonne chance, voilà, et bon retour chez toi. Voilà, merci beaucoup. Oui, au revoir. Comment tu t'appelles? Zouré Adama. Ok. Toi, tu fais quoi? Mais tu faisais quoi avant de venir ici? Ah, la maçonnerie. Ok. D'accord, donc tu es libérable aujourd'hui. Tu rentres où? À Garango. Ok. Et qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Ah oui, comme boulot. Qu'est-ce que tu vas aller faire? Ok. Mais est-ce que ta présence ici t'a servi? En quoi? En conseil. Tu es content de repartir et de voir tes parents? C'est toi Zouré Adama? Oui. C'est bien. Maintenant, on va procéder aux fouilles. Et assistant Traoré. Oui. Voilà, il faut le fouiller. On peut assister à la fouille? Non, vous ne pouvez pas assister, puisqu'on doit faire la fouille par palpation, la fouille intégrale. Tout détenu qui vient la première fois à la maison d'arrêt, en tout cas, on doit le fouiller. Et à sa sortie,
on doit faire le même. Après la fouille corporelle, Adama se rend chez l'économe de la prison. Pour avoir consenti au travail, il va récupérer une somme de 2000 francs CFA comme frais de transport pour se rendre chez lui au village. Puis, il présente son bon de sortie à la guérite avant de respirer de nouveau, cette fois pour de bon, la liberté. Quelques instants plus tard, nous le retrouvons dans un salon de coiffure, sise au marché de Tinkodogo. Il est venu se rendre un peu plus présentable avant de rejoindre sa famille à Garango. Nous sommes ici à Garango, dans le village de Adama Zouré. La famille Zouré attend incessamment le retour de leur fils pour lui souhaiter le bienvenu. Sois la bienvenue. Voilà. Ça va. Ça va. Et attends, Kourou. I'm sure no one. Sure no ma wash go. I'm a man of no, I'm allowed to. I'm all how you could alpha. A beer, a tata bigger yellow, parity. About me quality. About Bill to Vraiment, on est content de te voir dans la famille. Moi, je suis content de revenir au village. Quand tu reviens, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Il y a beaucoup de choses qui sont changées. Parce que moi, je suis venu, tous les bâtiments, beaucoup de bâtiments ici qui sont construits. Avant que moi, je suis ici aussi, je suis venu voir les familles aussi sont changées. Ils sont contents avec moi aussi. Quand moi, je suis arrivé, ils sont contents. Moi, je suis content aussi. Pour la sociologue Dr Rwamba Valérie, l'accueil familial dès la sortie de prison est très important pour l'ex-détenu. Selon elle, il conditionne la réussite de sa réinsertion sociale. Le détenu doit se sentir accepté. Il doit sentir que son retour n'est pas compris comme un fardeau pour les autres, mais qu'il est accepté à bras ouverts et qu'il doit lui-même faire des efforts pour s'intégrer. Autant les autres l'accepteront, autant il devrait faire des efforts aussi.
Mais s'il arrive que la porte, on lui ferme toutes les portes, qu'on le rejette, qu'on le stigmatise, cette façon de le stigmatiser là peut l'amener à reproduire ou à refaire d'autres erreurs. Voilà. Dans le cadre de la réinsertion sociale, surtout au niveau de la famille, nous avons intégré des activités que nous appelons les activités de renouement. Alors, ces activités-là sont très capitales dans le processus de la réinsertion sociale des détenus. C'est à travers elles que le travailleur social arrive à cerner le problème réel qu'un détenu vit, ses besoins, et partant de là, l'aider à surmonter ses difficultés qui, bon, d'une manière ou d'une autre, pourrait justifier sa présence en détention. Ce sont en fait des activités qui englobent plusieurs aspects, dont nous pouvons citer les repérages des familles, les séances de consultation psychologique, les renouements des liens familiaux. Nous avons également les enquêtes sociales et l'accompagnement et le suivi des détenus libérés. Donc, parlant même des repérages de famille, c'est une activité qui consiste à recueillir des informations permettant de localiser les familles des détenus, dans le souci de rentrer en contact avec elles pour leur informer de la présence de leurs parents en détention. Donc cette démarche permet de faire comprendre aux parents la nécessité, voilà, de rester solidaires envers leurs proches détenus. Presque chaque fois semaine, je partais lui rendre visite. Donc j'échangeais un peu avec lui. La famille va tirer des leçons sur ça. Ainsi, quand ses amis aussi vont le croiser aussi. Voilà, j'espère que, bon, en tout cas, avec ce qu'il a vécu là-bas, ça peut vraiment faire peut-être même changer d'autres. Moi, j'ai un conseil à donner à tous les gens qui me regardent. Voilà. Parce que là où moi j'étais aussi, c'est facile. Mais c'est pas facile aussi. Si c'est ton ami, si se comporte mal aussi, tu peux la dire qu'il n'a qu'à laisser. Voilà. Pas un comportement, même si c'est vol, il ne sait pas. Il n'a qu'à laisser son vol, viol, tout. C'est pas bon. C'est pas bon de faire. Les deux frères, contents de se retrouver à nouveau au village, en profitent pour visiter les environs. Brahima veut amener Adama dans son jardin. Il aurait souhaité que ce dernier travaille avec lui. Mais à cette période de l'année, l'eau se fait rare et le futur du jardin est presque compromis. C'est comme tu vois, voilà. Actuellement, il y a un manque d'eau. Il y a l'eau là qui est en train de finir. Sinon, en tout cas, vraiment, si c'est comme s'il avait toujours de l'eau. Voilà, toi-même, tu vas voir que, bon, en tout cas, le temps que tu as passé là-bas, vraiment, même malgré que tu viens de revenir, tu n'allais pas le sentir, surtout même avec ce que tu as appris là-bas comme travail. Vraiment, ça va être bon. Mais bon, malheureusement, que l'eau est finie. Sur le chemin du retour, Adama se fait de nouveaux amis. Des enfants accourent de tous les côtés pour lui dire bonjour, sans doute aussi attirés par notre caméra. Le groupe marque une halte dans un jardin. Ici, le propriétaire lutte sans relâche avec la terre. Il creuse depuis plusieurs jours à la recherche de l'eau. Face à la souffrance de ce dernier, Adama propose de lui venir en aide. Peut-être est-ce une manière de se racheter un peu.
Au cours de nos échanges, Adama Zouré nous a confié que s'il pouvait remonter le temps, il le ferait de telle sorte qu'il n'eût jamais connu la prison. Hélas, il n'a pas ce pouvoir. Cependant, ce qu'il peut, c'est de renouer avec le travail non seulement pour oublier, mais surtout pour ne plus jamais se retrouver en prison. Un reportage signé de Omar Zombré. Omar Zombré que nous retrouvons sur le plateau de 52 sur la RTB. Bonsoir Omar. Bonsoir. Merci donc d'avoir signé ce reportage et notamment dans la prison, dans la maison d'arrêt de correction de Tenkodogo. D'abord, c'est un milieu qui n'est pas commun, qui n'est pas facile d'accès. Et vous arrivez à rentrer avec une caméra et à filmer. Comment vous avez fait justement pour pouvoir entrer là avec cette caméra? Merci beaucoup, M. Congo. Ça n'a pas vraiment été facile parce qu'au début, dès l'entame du projet et jusqu'à la réalisation, il s'est écoulé environ 6 mois. Parce qu'au début, comme vous l'avez dit, le milieu carcéral n'est pas un milieu ouvert à tout le monde. Donc nous avons dû déposer une demande auprès du ministère de la Justice qui a étudié la demande et après qu'il a acheminé à la prison de Tenkodogo. Alors, vous avez la voix cassée ce soir, mais ça va aller. Monsieur Zouré, vous le connaissiez personnellement ou bien comment avez-vous fait justement pour entrer en contact avec lui? Moi, je ne le connaissais pas jusqu'à ce que je tourne un sujet sur lui. J'ai eu son contact par le biais du directeur de la prison de Tenkodogo, M. Ahmed Traoré, que je salue au passage. J'ai d'abord mené mon repérage sur le site. J'ai eu accès à plusieurs prisonniers parce que j'ai dû faire un casting. Et puis, à la fin, M. Zouré a retenu mon attention. Mais comme je l'ai dit tantôt, tout cela a été facilité. Lorsque vous avez fait la demande à la prison, on vous a proposé plusieurs personnes. Voilà, effectivement. Donc, comme je l'ai dit, c'est par le biais de M. Ahmed Traoré, qui est le directeur de la prison de Tenkodogo. Et quand je suis rentré en contact avec Zouré, il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Il a trouvé la démarche assez salutaire. Il a dit que ça pouvait faire un cas d'école. Donc, raison pour laquelle, bon, nous avons vu aussi que son cas, c'est un cas que beaucoup de jeunes vivent. Et ceux qui sont là-bas et qui vont bientôt sortir ou qui sont déjà sortis, peut-être vont essayer de trouver leur voie, refaire leur vie. Donc nous avons dit, pourquoi pas, Zouré Adama, ça peut être un cas d'école. La vie donc de Zouré Adama après la prison, on voit, parce que vous le filmez en visage découvert, est-ce qu'il vous a donné l'autorisation express de le filmer à visage découvert? Quand nous avons approché Zouré Adama, nous lui avons montré, dit comment nous allons procéder. Nous lui avons dit que s'il accepte, il sera filmé à visage découvert et il a dit qu'il n'y avait pas de problème. Il nous a donné son accord et raison pour laquelle nous l'avons fait à visage découvert. Il n'a pas craint la stigmatisation. Alors vous l'avez suivi, étape par étape, dans quelles conditions? On va dire que c'était des conditions assez drastiques. Puisque vous l'avez filmé, il faut le préciser, en Géry, donc vous étiez votre propre cadreur. Ça n'a pas été du tout facile parce que nous étions, c'était une première expérience. Même si on avait déjà eu quelques notions en matière de caméra, ça n'a pas été facile parce que sur le terrain, on se confronte à une difficulté qui est celle liée au fait de combiner 2 tâches à la fois. Vous l'avez accompagné notamment jusqu'au village, dans sa famille. On voit une famille déjà mobilisée qui l'attend. Est-ce que c'est dû à votre caméra ou bien les gens sont véritablement contents d'accueillir leur fils en conflit surtout avec la loi? Je dirais que ce sont les 2 à la fois. Pourquoi? Parce que le frère de Adama, c'est longtemps
intéressé à sa situation quand il était dans le milieu carcéral. Il lui rendait des fois des visites et également les autres proches de sa famille. Donc, le jour de sa libération, c'est tout naturellement qu'il soit informé. Mais maintenant, le fait que nous ayons vu une famille regroupée, est-ce que la famille a un peu joué un peu le rôle? Ça, on ne peut pas le dire, mais on peut quand même, et je peux dire que ça a été un accueil assez chaleureux. Alors, on a vu dans la réinsertion le frère disponible à l'accueillir, mais est-ce que lui, au fond de lui, vous sentiez qu'il se reproche quelque chose? Est-ce qu'il y a une gêne lorsque vous le suivez dans les faits et gestes? Oui, j'ai eu à converser à plusieurs reprises avec lui. Il m'a dit qu'il regrettait déjà son acte. Et comme je l'ai dit, il souhaiterait tout faire pour ne jamais avoir connu la prison. Mais hélas, il veut s'amender. Il cherche à travailler, à redorer un peu le blason. Parce qu'en allant en milieu carcéral, ce n'est pas seulement lui, mais c'est également la famille. Parce que vous voyez un peu, quand on rentre dans un village et qu'on dit que un enfant d'un tel se trouve dans un milieu carcéral, ça a un peu un impact négatif sur la famille. Donc, je pense qu'il essaie d'oublier, il essaie d'avancer. Il a appris des choses en prison qu'il aimerait bien mettre en évidence. Mais le problème auquel il est confronté, c'est le manque, on va dire, et il s'est retrouvé rapidement confronté à un manque d'eau, parce que le barrage, c'est un jardinier, il a appris à jardiner en prison, et malheureusement, il n'y a pas de périmètre, il n'y a pas les conditions nécessaires pour qu'il puisse mettre en pratique ce qu'il a appris. C'est un peu difficile. Alors, aujourd'hui, est-ce que 2 ans après, parce que vous avez tourné le reportage, je le précise, en 2016, 2 ans après, est-ce que vous avez de ces nouvelles? Qu'est-ce qu'il devient? J'ai de ces nouvelles. Adama Zouré se trouve actuellement à Garango, auprès de sa famille. Mais avant, il a dû faire un séjour à Dori, auprès de son père biologique. Il est revenu, je pense, courant juin-juillet à Garango pour la saison hivernale. Et il a réussi à s'intégrer, à mener ses activités correctement? Oui, c'est progressivement. Des dernières nouvelles que j'ai eues, il fait des contrats parce que Adama Zouré, c'est quelqu'un qui a aussi appris la maçonnerie. Donc, il a plusieurs cordes à son arc. Si il a la possibilité de jardiner, il va jardiner. Si il n'a pas cette possibilité et qu'il peut, à travers des petits contrats de maçonnerie, avoir sa vie, bon, c'est un gagne-pain pour lui. Et actuellement, je pense que ce qu'il fait, c'est ça, il est dans les petits contrats de maçonnerie. Merci à vous, Omar Zambré, d'être venu donc sur le plateau de 52. Et merci pour ce reportage que vous avez signé pour nous. Je reçois dans la partie entretien de cette émission l'inspecteur divisionnaire M. Yogo Geoffroy. Il est directeur général de la garde de sécurité pénitentiaire. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous aussi le docteur Karim Traoré. Il est ancien coordonnateur de Prisonniers sans frontières. Et puis aujourd'hui, il travaille au niveau de l'action sociale. Merci, M. Traoré, d'être venu sur ce plateau. Oui, merci, M. Simon. Voilà. Vous avez vu le reportage avec nous, hein? M. Adama Zouré, qui a passé 1 an dans le centre de détention de Tenkodogo, qui a eu sa liberté, qui doit rentrer chez lui. Mais d'abord, on a vu à l'intérieur, M. Yogo, que vous apprenez à ces détenus-là à mener des activités génératrices de revenus. À quoi cela répond exactement? Merci, M. Bongo, de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer sur la question de la réinsertion des personnes détenues. Vous me donnez également l'occasion de donner l'information sur la question pénitentiaire qui reste tabou pour certains. Alors, pour revenir à votre question, les activités génératrices de revenus que nous menons dans les établissements pénitentiaires sont des activités qui sont menées dans le cadre de la formation professionnelle du détenu. Donc, a priori, il s'agit en priorité
de la formation professionnelle des détenus. Le détenu, quand il arrive en prison, la peine, en fait, consiste à sa privation de liberté. Et donc, il sied de mettre à profit ses séjours en établissement pénitentiaire afin qu'à sa sortie de prison, il puisse être utile non seulement à lui-même, mais aussi à la société. Alors, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Est-ce que, par exemple, sur le choix de l'activité à mener, c'est ce que la personne menait avant de rentrer dans le centre de détention, ou bien c'est un choix qui est opéré à l'intérieur du centre lorsqu'on est arrivé? Oui, il peut arriver que le détenu poursuive l'activité qu'il menait déjà à l'extérieur de la prison. Mais pour le cas, par exemple, du reportage que nous avons vu, vous avez remarqué qu'il avait fait la maçonnerie à l'extérieur. Bon, il n'y a pas d'activité de maçonnerie au niveau de la maison d'arrêt de correction de Tinkodogo, donc il avait besoin de se réorienter. Je pense que c'est pour cela qu'il a dû s'intéresser au jardinage. Donc plusieurs activités sont menées dans l'établissement pénitentiaire. C'est vrai que c'est le jardinage que nous avons vu, mais nous avons vu d'autres. Il y a d'autres activités telles que les ateliers de formation en menuiserie métallique et bois. Nous avons la saponification qui se passe également dans plusieurs établissements pénitentiaires. Vous avez des ateliers de mécanique auto pour donner un peu de connaissances en matière de réparation des autos au niveau des établissements pénitentiaires, et ça se fait déjà. Vous avez des activités comme l'élevage également qui se pratiquent dans les établissements pénitentiaires. Donc plusieurs activités sont menées. Il y a le tissage, on apprend aux détenus femmes à faire le tissage. Il y a même la couture qui se passe dans les établissements pénitentiaires. Donc nous avons toute une panoplie d'activités que nous menons. Alors, Monsieur Traoré, lorsque vous visitez ces centres de détention, est-ce que ces activités menées arrivent à peut-être apporter quelque chose à ces détenus-là lorsqu'ils sortent, surtout parce que l'essentiel c'est après cette privation de liberté de pouvoir en faire usage? Alors, merci M. Simon pour l'opportunité que nous offrez de parler un peu de cette question de prison qui est un peu méconnue de la population générale. Effectivement, au niveau de la garde de sécurité pénitentiaire, il y a un certain nombre d'activités, comme le directeur général l'a dit, qui sont mises en œuvre à même donc de permettre de faciliter la réinsertion sociale des détenus. Alors la réalité, elle est celle-là, est qu'il est réellement difficile pour les détenus, après ces activités, ils ne sont pas nombreux les détenus qui, d'abord, ils ne sont pas nombreux à pouvoir bénéficier d'activités de réinsertion parce que le cadre offert pour ces formations ne sont pas assez nombreux. Vous êtes en train de dire que même dans le centre de détention, tout le monde ne participe pas à ces genres de formation. Tout à fait. Effectivement, tout le monde ne peut pas participer. Quand on va dans les grandes prisons comme Ouagadougou, où on a à peu près 2000 détenus, il est difficile pour le jardinage ou bien pour la soudure de pouvoir donc encadrer tous ces jeunes-là, qui, vous le savez, environ de 18 à 19 ans. La majorité, environ 48% des détenus sont dans la tranche d'âge de 18 à 29 ans. Donc ce sont des jeunes qui ont besoin d'apprendre, qui ont besoin de travailler. Et la plupart aussi n'ont pas de qualification avant l'entrée. Donc c'est des gens à qui il faut apprendre une profession. Donc il est difficile pour les ateliers qui existent actuellement de pouvoir encadrer tout le monde. Et du coup, de pouvoir aussi les suivre parce qu'on va s'intéresser spécifiquement à la sortie comme ce monsieur, parce qu'on a eu dans le reportage toutes les étapes qu'il a eu à faire, on ne va pas revenir là-dessus, mais lorsqu'il arrive justement dans sa société, c'est-à-dire dans son village, est-ce que vous, en tant que garde de sécurité, qui était en contact avec ces personnes-là, qui les connaissez très bien, vous avez un œil sur eux lorsqu'ils quittent justement le centre de détention? Ce que vous posez là, c'est une problématique à laquelle nous avons été interpellés. Parce qu'effectivement, la garde de sécurité pénitentiaire se contentait de gérer le détenu jusqu'à la fin de sa peine. Donc nous avons cette année, sous l'impulsion du garde des Sceaux, monsieur le ministre Bagoro, mis en place un plan stratégique, ce qui va jusqu'en 2022, pour la question du traitement de la personne détenue, la question d'humanisation, de réinsertion sociale. Il se trouve qu'au cours de l'adoption de ce plan, nous avons été interpellés par des acteurs, même non de la justice, même des acteurs tels que les acteurs de la société civile, Prisonniers sans frontières et suite. Et donc, nous avons été interpellés et nous avons tenu compte cette fois-ci
de l'après-incarcération. Donc nous avons un projet post-carcéral que nous entendons mettre en œuvre, mais pas tout de suite, parce que ça demande un certain nombre de facteurs pour pouvoir mettre ça en œuvre. Donc nous entendons agir après la peine et nous ne pouvons pas le faire sans le ministère de la Jeunesse et de la formation professionnelle, parce que c'est le ministère spécialisé en termes de formation professionnelle dans la jeunesse. Il a dit, la plupart, la grande majorité de la population carcérale sont des jeunes. Plus de 110% des détenus sont des personnes dont l'âge varie entre 18, 29, 30, 32, ça va jusqu'à 32 ans. L'âge moyen pour un détenu est évalué autour de 32 ans. Donc c'est vraiment une population jeune. C'est pourquoi nous-mêmes, au niveau du ministère, l'année dernière, nous avons interpellé le ministère de la Jeunesse qui a bien voulu répondre à notre préoccupation. Ils nous ont même mené une étude l'année dernière et l'étude a révélé la nécessité de leur implication. Et je crois que lorsque nous allons formaliser cela, nous pourrons travailler avec eux pour que, après la prison, la période post-carcérale, les détenus puissent être pris en charge. Alors, dans cette période post-carcérale, qu'est-ce qui est le plus difficile? Est-ce que c'est l'accueil de la famille ou de la communauté, ou bien c'est la difficulté pour le détenu ou l'ancien détenu lui-même de pouvoir se pardonner d'abord sa faute et puis de pouvoir regarder en face sa propre communauté? Alors, je voudrais dire que le plus difficile, c'est vraiment l'insertion souvent des détenus. Parce que le détenu souvent n'est pas facilement accepté par la société. Bon, bien heureusement que pour celui-là, nous avons tous constaté qu'il a été accueilli à bras ouverts par sa famille. Mais ce n'est toujours pas le cas. Vous savez que les détenus jusqu'à présent dans nos cultures sont stigmatisés. De sorte que quand ils sortent, la société même a tendance à la rejeter. Donc le problème d'insertion, de l'insertion des détenus après la prison, c'est un problème aussi bien sociétal, social et professionnel. Alors professionnel, comme il a dit, c'est vrai, un certain nombre de détenus qui ne bénéficient pas de la formation, compte tenu de l'effectif que nous avons de détenus et l'offre également en termes d'emploi. Et donc, du coup, certains détenus se trouvent à ne pas pouvoir être employés. Donc, du coup, à la sortie, il y a des difficultés d'insertion. Aussi, le détenu peut avoir obtenu une formation dans l'établissement, mais à sa sortie, il n'est pas accepté par la société. Les gens se disent que c'est un détenu, bon, ce n'est pas évident qu'il est amendé, donc on ne lui fait pas confiance pour l'embaucher. Et donc, tout ça, ce sont des éléments qui constituent des obstacles à l'insertion de la personne détenue. Je voulais juste ajouter à ce niveau que, effectivement, comme vous le savez, la question de la réinsertion, il y a deux étapes. Il y a l'intérieur et il y a l'extérieur, donc le dedans et le dehors. Actuellement, quelque chose est déjà fait. Le terme que vous utilisez, le dedans, le dehors, ça veut dire quoi? Alors, le dedans, je veux parler de tout ce qui est mis en œuvre à l'intérieur pour avoir une réinsertion réussie du détenu. Et le dehors, c'est la relève. Parce que lorsqu'on prépare la réinsertion à l'intérieur et qu'à l'extérieur, à la porte de la prison, lorsqu'il est en liberté, il n'arrive pas à bénéficier de l'appui, du soutien nécessaire pour pouvoir se réinsérer, eh bien, livré à lui seul, c'est vraiment très difficile pour les détenus d'arriver donc à se réinsérer. Donc, la réalité, c'est celle-là. Et je prends par exemple, tout dernièrement, il y a un partenaire qui a organisé un atelier de plaidoyer à l'endroit donc des structures, des entreprises, des sociétés, pour donc évoquer la question de l'acceptabilité des détenus en fin de peine. Alors tenez-vous bien que sur une centaine de sociétés ou d'entreprises invitées, il y a une vingtaine environ seulement qui ont répondu. Et du coup, ceux qui ont reçu l'invitation dans laquelle on leur avait expliqué directement qu'il s'agit de parler de la question des détenus en fin de peine, de leur acceptation dans leur entreprise, personne n'est venu. C'est ceux qui ne savaient pas de quoi est-ce qu'il s'agissait qui sont venus répondre donc à cet atelier-là. Et là encore, ceux qui ont réellement donné la volonté de vouloir donc suivre dans ce projet, accepter les détenus, ils sont infimes. Donc c'est dire qu'au niveau de la population, il y a véritablement un rejet. On a peur du détenu, on pense qu'il est toujours le même criminel et que c'est dangereux donc de l'accepter pour sa réinsertion. Alors que pour nous, il est très important effectivement que la population puisse être sensibilisée sur ces questions-là.
parce qu'on ne sécurise pas la population lorsque le détenu passe un séjour en prison, il ne bénéficie pas d'accompagnement nécessaire pour se réinsérer. Il revient en population, il commet les mêmes actes, souvent pires, et ce qui donc est dommage pour toute la société. On va développer davantage justement la récidive. On va dire que ce qu'il dit, c'est juste l'interpellation de la population, parce que tous les efforts que nous menons dans les établissements pénitentiaires restent vains lorsque la population ne collabore pas dans ce sens, c'est-à-dire l'acceptation de la personne détenue. Sinon, comme l'a dit, dedans, au niveau des établissements pénitentiaires, beaucoup d'efforts sont fournis par l'État pour que le détenu puisse véritablement bénéficier d'une formation. On a même créé un projet de production pénitentiaire entièrement financé par l'État. Il y a eu une première phase qui est finie en 2016. On a reconduit une deuxième phase d'une valeur d'environ 2,8 milliards. Je vous donne ce montant pour que vous imaginez déjà l'importance que le gouvernement accorde à la question de la formation professionnelle, la réintégration, la réhabilitation de la personne détenue. On ne sent pas sur le terrain, parce que quand on voit dans ce reportage, on voit M. Adama Zouré qui n'a bénéficié finalement que de 2 000 francs pour son transport. On se dit, c'est vrai, il va rentrer chez lui, mais après, qu'est-ce qu'il adviendra? Oui, je l'ai constaté comme vous. Il y a un comité de gestion dans chaque établissement pénitentiaire prévu par un arrêté du ministre avec une clé de répartition des produits de la production du détenu. Je peux rapidement vous le donner. Vous avez en principe 2/10 de cette production qui doit revenir. Quand on parle de produits de la production du détenu, c'est en fonction de l'activité qu'il a menée. C'est l'activité qu'il a menée. C'est-à-dire que le détenu qui a travaillé dans le jardinage, il y a eu des produits. En principe, en priorité, les produits du jardinage, c'est pour l'amélioration de la sauce des détenus, servies aux détenus. Mais s'ils produisent en quantité suffisante, ils ont la possibilité de vendre cela. Et une fois que cela est vendu, le produit le bénéfice de cela, en principe, 2/10 doit revenir aux détenus. La précision est très importante parce qu'il n'y a pas de budget qui serve de façon indépendante à, par exemple, financer les détenus lorsqu'ils sortent. Mais c'est en fonction de leur production. C'est en fonction de leur production. Ouais. Et donc peut-être que dans le cas du reportage qu'on a vu, je ne suis pas certain qu'ils vendent les produits du jardin. Certainement que les produits servent à l'alimentation des détenus eux-mêmes. Sinon, en principe, c'était vendu. Le directeur avait l'obligation de réserver 2/10 au pécule du détenu. Et ces 2/10 sont consignés. À la fin de sa peine, on lui remet ces 2/10. Les 2 000 francs qu'on lui a donnés pour son transport, ça, c'est véritablement à titre de bonification de l'établissement, parce que sans doute qu'il est qualifié comme un détenu indigent qui n'a pas la possibilité de rejoindre facilement son lieu son habitation. Donc, on lui la précision qu'il faut ajouter, c'est que tous les détenus en sortant n'ont pas droit forcément à quelque chose. Non, pas forcément. Je crois que celui-là, c'est au regard de l'abnégation dont il a fait montre au niveau du travail que l'établissement lui a donné cela. Sinon, en principe, un détenu ordinaire, mais il peut arriver qu'un détenu ordinaire qui est indigent bénéficie de ces frais de transport. D'accord. Mais ce n'est pas systématique. Ce n'est pas systématique. C'est pas systématique. Voilà. Je vous avais arrêté lorsque vous étiez en train de développer justement le montant que l'État met à la disposition des détenus. Vous avez avancé je parlais du projet de production pénitentiaire qui a été mis en place depuis 2012. La première phase a pris fin en 2016 et il y a une nouvelle phase. Nous sommes sur la deuxième phase en train de développer à hauteur de 2,8 milliards. Donc l'État véritablement se soucie de la formation, de la réinsertion, de la réhabilitation des personnes détenues. C'est pourquoi ce montant. Mais donc quand on dit 2,8 milliards, on a l'impression que c'est beaucoup. C'est beaucoup au regard de la modicité du budget quand même de l'État. Mais face aux défis que nous avons avec le nombre très élevé de surpeuplement des prisons, eh bien c'est insignifiant. Donc, mais néanmoins, nous avons des acteurs qui nous accompagnent. Il n'y a pas que l'État qui œuvre dans le cadre de la réinsertion des personnes détenues. Nous avons des structures partenaires comme les Prisonniers sans frontières, l'Association pénitentiaire africaine, il y a SOS pénitentiaire, et même des partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans le cadre de la réinsertion sociale des détenus. Vous avez l'Union européenne qui nous appuie beaucoup à travers des programmes qui sont développés par des ONG. Vous avez l'ambassade de France également qui nous appuie. Et donc, ces structures, elles sont quand même nombreuses, elles sont nombreuses ces structures qui appuient les efforts de l'État en matière de réinsertion sociale des détenus. Monsieur Traoré, qu'est-ce qui provoque finalement les récidives? Est-ce que c'est le rejet des détenus lorsqu'ils sortent ou bien c'est beaucoup plus
les fréquentations qu'on a à l'intérieur de la prison? Alors, je pense que la question des récidives, on peut l'aborder dans deux sens. Il y a des individus qui ne parviennent pas à accepter la réalité. Véritablement, le séjour passé en prison ne leur a pas été utile à même de pouvoir respecter les lois. Donc facilement, quand ils sortent, c'est pas que rien n'a été fait, beaucoup a été fait avec les agents sociaux qui les accompagnent sur le plan psychologique, sur le plan de la gestion du stress et tout ça, sur le plan de la réinsertion. Mais malheureusement, pour des questions encore plus profondes, ne parviennent pas à laisser tomber donc ces délits-là pour lesquels ils sont... C'est quoi vous appelez des raisons profondes? Alors, je veux dire que c'est lié un peu à la psychologie même de l'individu, parce que vous savez qu'il y a des lois, et lorsqu'on les transgresse, donc nous sommes poursuivables. Alors, il y a des gens, des individus pour lesquels, véritablement, on ne parvient pas à les faire donc rentrer dans cette discipline-là. Donc, malgré la formation, malgré l'accompagnement, malgré le soutien dont il a bénéficié, malheureusement, on constate qu'ils sont toujours sur les rues dans de la délinquance. Inspecteur Yogo. Non, vous savez, la question de la récidive, c'est une question... la responsabilité est partagée par, je dirais, tout le monde. Parce que le détenu, même s'il a une très belle formation au niveau de l'établissement pénitentiaire, si à sa sortie il n'est pas accueilli dans la société, eh bien, il va récidiver. Ça, c'est évident. Bon, à notre niveau, comme je l'ai dit, c'est dommage, avec l'insuffisance des moyens, nous n'arrivons pas à satisfaire tous les détenus. Et encore faut-il rappeler que ce n'est pas tous les détenus qui ont droit à cela. Parce que quand vous prenez les prévenus et les inculpés, alors il n'est pas... parce que comme ils sont toujours dans la phase de présomption d'innocence, on ne les implique pas dans les activités génératrices de revenus. Alors, vous prenez aussi des détenus qui ont eu des condamnations de sûreté. Lorsque un détenu est condamné à une peine de sûreté, eh bien, nous ne pouvons pas l'employer dans des activités de formation professionnelle tant que ce temps de sûreté n'est pas passé. Bon, donc c'est des éléments d'information que vous devrez savoir. Absolument. Pour savoir que ce n'est pas tous les détenus qui sont concernés par ces activités. Donc, s'il arrive qu'un détenu en fin de peine était sous une peine de sûreté, il n'a pas bénéficié de mesures de réadaptation, bon, c'est évident qu'il va récidiver. Sans oublier les détenus à col blanc. Les détenus à col blanc, vous savez que c'est des gens, ce n'est pas un problème de réinsertion, ce n'est pas un problème de formation professionnelle. Eh bien, souvent, ce n'est pas évident de pouvoir obtenir la réinsertion de ces détenus. Donc, je dis tout cela pour vous dire que c'est la responsabilité de tout le monde, ce problème de récidive. Dans le même sens, comme je le disais, donc, vous avez vu que tous n'arrivent pas à participer à ces activités-là. Donc, lorsque l'encadrement n'a pas été suffisant, donc c'était des gens qui sortent, qui rentrent en prison, qui sortent, sans pouvoir bénéficier d'un accompagnement en vue de la réinsertion. Et bien, du coup, ces gens-là retournent facilement en prison. Il y a aussi l'acceptation de la population, avec l'exemple du partenaire que j'ai cité tout à l'heure. Donc, vous voyez bien qu'il n'a pas été accepté par la population. Donc, ça favorise évidemment la récidive. Alors, et vous, M. Traoré, quelle est, selon vos observations sur le terrain, cette situation de réinsertion? On va dire le taux, même si vous n'avez pas le chiffre, est-ce que vous avez l'impression que les prisonniers qui sortent arrivent beaucoup plus à se réinsérer plus facilement, ou aujourd'hui il est beaucoup plus difficile pour ces prisonniers-là, de façon générale dans notre pays, de pouvoir donc s'insérer dans leur société après la prison? Alors, on n'a pas des chiffres exacts, comme vous l'avez dit, sur le taux de réinsertion réussie des détenus, mais je dois le dire qu'il est très faible parce que ces gens qui sortent, la majorité n'arrive pas à bénéficier de quelque chose, ils ne sont pas acceptés sur le terrain, ils sont obligés de vivre toujours en cachette et ils vont encore vers les délits. Donc la réalité est que la réinsertion, elle est vraiment difficile dans notre milieu. Le taux de récidive est difficile à évaluer parce que, bon, à l'heure actuelle, c'est vrai que depuis l'année dernière, nous avons entrepris d'informatiser nos greffes pénitentiaires. Et donc, il y a un logiciel qui a été conçu et qui est en expérimentation dans 3-4 établissements pénitentiaires. En principe, ce logiciel doit nous permettre dans un temps donné, de pouvoir
évaluer la récidive. Parce que, vous savez, un détenu peut venir aujourd'hui sous le nom de Ouedraogo Issa, demain il vient sous le nom de Sawadogo Moussa. Bon, donc, tant que ce n'est pas informatisé, tant que nous n'avons pas un système biométrique, il n'est pas évident pour l'administration de se rendre compte que ce détenu avait déjà fait son passage dans l'établissement. Donc, nous voulons remédier à cela. Nous savons seulement sur les connaissances garde pénitentiaire qui, lorsqu'il revoit un détenu, il se rappelle que ce détenu-là a déjà... Voilà, mais c'est vraiment aléatoire. Je pense que tout à fait. Donc, avec le logiciel que nous sommes en train de développer, il est déjà opérationnel à la Mako, il sera opérationnel bientôt à Kaya, à Dori et à Bogandé. Et donc, lorsque nous allons pouvoir l'étendre sur tout le territoire, parce qu'il doit même être centralisé à mon niveau, au niveau de la direction générale, cela va nous permettre dans tout le territoire de pouvoir suivre la question de la récidive et en même temps de mesurer l'efficacité de nos actions. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, on a toujours critiqué le problème de la récidive, on a toujours dit que les détenus, mais personne ne nous a jamais donné un taux exact de la récidive. Donc cela veut dire que nous avons intérêt à nous-mêmes d'évaluer cela. Je pense que lorsque le logiciel sera OK, nous allons pouvoir nous auto-évaluer et puis pouvoir orienter nos actions. Merci à vous, inspecteur divisionnaire Yogo Geoffroy. Vous êtes le directeur général de la garde de sécurité pénitentiaire, d'être venu sur le plateau de 52 sur la RTB. Merci aussi à vous, docteur Karim Traoré. Vous êtes ancien coordonnateur de Prisonniers sans frontières. Et vous êtes venu aussi partager vos connaissances sur la réinsertion des détenus avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. 52, c'est fini pour aujourd'hui. Et donc, rendez-vous le mois prochain pour un autre numéro. Bonne suite de programme sur la RTB.